Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebia. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Samedi soir a été diffusée cette longue interview. Peut-on appeler ça une interview? On va y revenir avec nos invités sur la forme. Encore ce soir, bien évidemment, donc toute une série de programmes au sein d'El Maralebia. On essaie de poser des questions qui fâchent, soulever ce qu'il faut réellement soulever, aller vraiment dans le fond et la profondeur des choses et des actualités. Donc nous reviendrons encore une fois sur un peu le fond. Est-ce que le président a-t-il été convaincu? Qu'est-ce qui a aussi marqué un peu nos invités encore aujourd'hui et depuis déjà 48 heures, beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Certains en font aussi de l'humour. Parfois, les propos et les annonces du président Abdelmadjid Tebboune font sourire énormément. Ça crée aussi l'hérésie lorsqu'il a annoncé que l'Algérie serait capable, par exemple, donc d'épurer, de dessaler plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau par jour. Donc, pour certains, par exemple, c'est ce que je disais hier sur les réseaux sociaux, ils disent que ce train-là, d'ici un an, Alger, Marseille se feront à pied. De quoi, donc, si on entend vraiment on entend et on prend pour mot les mots du président algérien, de quoi vider la mer Méditerranée. Donc on essaiera de revenir vraiment sur certains de ces éléments et nous évoquerons notamment ce soir les Émirats arabes unis, puisqu'aucune question n'a été posée à ce sujet, à un sujet important en termes de diplomatie. Et ne pas oublier que le 20 juin dernier, c'est un ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, qui a été limogé très tard dans la nuit, aux alentours de minuit, 1h du matin, puisque à l'époque, donc En-Nahar avait annoncé, notamment sur son site internet, avait annoncé que l'ambassadeur donc des Émiratis à Alger a été a été expulsé. Juste derrière, donc, le ministère des Affaires étrangères a démenti l'information et Abdelmadjid Tebboune, en pleine nuit, donc, a limogé donc, un ministre de la communication. Donc, il était important de revenir sur cette actualité. Puis, il faut savoir que quelques temps plus tard, mi-juillet, nous en avons longuement parlé sur El Maralebia, c'est El Khabar qui prend donc la une, on en verra la une tout à l'heure, donc qui utilise donc la une de son quotidien, El Khabar. D'ailleurs, un journaliste d'El Khabar a assisté à cet entretien. Ils étaient 4 journalistes face à Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, il n'est pas revenu sur cette actualité avec les Émirats arabes unis où El Khabar donc avait dit lancer clairement des accusations en tant que presse, mais derrière, aucune réaction du ministère des Affaires étrangères. Cela n'a pas été démenti du tout. Donc pourquoi ce silence? Pourquoi cette question n'a pas été évoquée? Et puis aussi la question française. Abdelmadjid Tebboune, on l'écoutera tout à l'heure en tant que chef d'État, mais sur la forme, il sort aussi un peu peut-être de son rôle de président. Voilà, il dit clairement que la visite en France est toujours maintenue, qu'il attendait un programme précis et concret, que l'Élysée n'arrivait pas à trouver pour l'instant la date idéale, et il dit clairement que lorsqu'il y a une visite, ce n'est pas une visite touristique, il faut un programme et il faut derrière effectivement un contenu très précis. N'oublions pas tout de même que le 29-31 août de l'année dernière, 90 personnes accompagnaient le président français qui s'est rendu à Alger, Oran, entre autres. Et puis le 7-9 octobre de l'année dernière, 2022, c'est Elisabeth Borne donc, qui s'est rendue à Alger avec une quinzaine de ministres, de quoi faire un conseil des ministres français à Alger. Donc pourquoi parler aussi de choses concrètes? On y reviendra avec nos invités, bien évidemment, et on évoquera aussi la question du Niger. Comment Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui, peut-il se positionner quand on sait que la diplomatie, on parle même d'une schizophrénie diplomatique en Algérie. Est-ce qu'il y a réellement une diplomatie stable, puissante et forte qui puisse vraiment prendre les bonnes décisions? On en parle avec nos invités. Pour en parler, Lyes Djebaili, ingénieur économiste, militant politique. Bonsoir Lyes Djebaili, bienvenue. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous étiez en mute. Je vais vous saluer, comme ça on va refaire un petit test. On est en direct. Bonsoir Lyes Djebaili, bienvenue. Bonsoir Chaban, merci pour ton invitation. Tous mes saluts à la chaîne Maralebia, nos compatriotes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et pour notre ami invité qui est présent.
Merci infiniment d'être avec nous donc ce soir, spécialiste des questions internationales. Il est avec nous, analyste politique. On l'entend beaucoup sur des questions aussi de diplomatie autour de l'Algérie aussi. Gamal Abina, bonsoir. Ben, merci pour l'invitation et puis bonsoir à notre ami Lies. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec lui. Merci à tous les deux. Voilà, il est 19h05 en Algérie. On va prendre ces 45 minutes avec vous deux pour essayer vraiment de revenir sur ces points-là. Gamal Abina, d'abord, peut-être rapidement, mais même si on a quelques axes de réponse, mais il faut quand même l'évoquer. On est en 2023, le monde va vite, les informations sont là en live, ce sont les internautes, ce sont vous, messieurs, les personnes, les citoyens et citoyennes de ce monde entier qui font vivre l'événement. Et on est avide de ça, on a vraiment envie d'entendre sa famille, ce qui se passe en bas de son quartier, mais on a envie aussi d'entendre son président en direct pour savoir comment il va répondre, quels sont ses éléments, comment les journalistes vont le relancer. Et là, les Algériens, malheureusement, en 2023, ont le droit à 1h45 d'une interview diffusée qui a été montée, etc. Comment vous analysez cette façon de faire, vous, en tant qu'analyste, en tant qu'homme de médias aussi, Gamal Abina? Je pense que nous, on a l'habitude effectivement d'une certaine liberté de ton, et c'est normal puisqu'on n'est pas aux affaires. Je pense qu'effectivement, les tensions internationales, vous l'avez souligné, le monde va très vite, les informations vont vite, chaque mot doit être pesé, et qu'effectivement, les chefs d'État prennent de moins en moins de risques, surtout dans les pays qui ne sont pas nécessairement démocratiques, de s'exposer avec des dérapages verbaux, comme le feraient certains à l'époque. Donc, je pense que tout est organisé. Il n'est donc excusez-moi, voilà, vous me tentez, mais donc il n'est pas à sa place quand on est président. Enfin, à un moment donné, on assume aussi, on doit faire face. Donc, si à un moment donné, en Algérie, les chefs d'État ne peuvent pas se donner à cet exercice-là, est-ce qu'ils sont réellement à leur place ? Je ne vais pas vous expliquer, vous qui êtes journaliste, comment ça fonctionne en France. J'ai eu l'occasion d'avoir des débats directs avec des politiques. Le seul débat qui m'a été totalement libre, c'est celui face à Marine Le Pen, parce que je n'étais pas prévu dans l'émission. Sinon, tous les autres débats sont cadenassés, les questions sont données, on sait ce qu'on va dire, il y a le producteur qui vous donne ou pas la parole. C'est très très compliqué d'avoir une certaine liberté de ton, et les présidents connaissent les questions, hein, je vous rassure. C'est pas aussi libre que ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'information rapide, avec les extraits de vidéos qui sortent, avec les dérapages... Entre connaître les questions, ça effectivement, même d'ailleurs avec vous, même si parfois on vous invite, voilà, dans les dernières minutes, et merci pour votre présence, on vous donne quand même les quelques axes, enfin on vous donne pas les questions. Les axes, mais pas les questions. On ne donne pas les questions jamais, mais on vous donne les éléments. Mais là, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'est pas en direct ? Alors voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez vu Macron par exemple quand il a eu quelques difficultés en France, les tensions poussent à faire attention. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que la spontanéité y perd. De l'autre côté, il y a des vraies tensions à la frontière algérienne, on va en parler, du Mali, du Niger, et puis surtout il y a des tensions internationales qui font que l'Algérie, lorsqu'elle prononce un mot, est scrutée, comme d'ailleurs beaucoup de pays, par rapport à sa relation avec la Chine, avec la Russie, avec tout un tas de pays, par rapport à sa relation avec le voisin de l'Est et de l'Ouest, par rapport aux tensions... C'est coutumier, on prend 2 minutes, on a un peu de temps, mais c'est coutumier en Algérie. On essaye, nous, effectivement, à chaque fois, on est vraiment attentionné en essayant de vivre un événement. Enfin, vous êtes aussi, vous faites de l'analyse politique, vous suivez les débats politiques, que ça soit ici ou en Europe. On a envie de vivre un moment en live en se disant, voilà, l'entretien du président Abdelmadjid Tebboune à telle heure demain devant les chaînes de télé. On a envie de vivre, mais c'est coutumier. Là, vous me parlez effectivement des enjeux internationaux, le Niger, la crise géostratégique, l'Ukraine, la Russie. Mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas donné d'interview en direct. C'est parce que le pouvoir algérien a envie de tout ficeler avant de donner, même si parfois il y a des ratés, on va en parler dans un instant aussi avec les SG Baili, mais... La problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions, j'en parle. Évidemment, l'Algérie, c'est quand même assez rigoriste dans les prises de parole. On sait que tout est organisé, réfléchi, planifié. Alors, c'est vrai que dans des tensions, dans les moments normaux, on pouvait s'attendre à une certaine spontanéité. Là, dans les tensions internationales, je crois que la spontanéité n'est plus de mise, quelle que soit d'ailleurs l'intervention. On est très loin du système américain où les présidents parlent directement à la presse, où il y a un échange direct. On se rapproche du système français où les journalistes sont choisis, où les questions sont parfaitement
calibré pour ne pas mettre en difficulté la personne qui est en face. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Hein. Là, on n'est pas en Algérie, on n'est pas dans le système français. En France, effectivement, peut-être qu'il y ait des échanges, les attachés de presse préparent les réunions. Les interviews, mais on est en direct tout de même, qu'on le veuille ou non. Oui, on est en direct, on sait déjà ce qu'il va dire. Surtout sur des entretiens des fois qui durent 1h30, 2 heures à la télé, où on a un tel chef de parti ou un chef d'État vraiment devant les journalistes. Ils sont en direct, soit ils connaissent leur dossier, soit ils bug, mais ils sont en direct. Et c'est vrai qu'en Algérie, vous faites référence au direct. Le direct, c'est un autre problème. Mais effectivement, la question du direct peut être questionnée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la question. Il y a plus de liberté. C'est-à-dire qu'on a moins de difficulté à parler avec un contradicteur parce que on les connaît, ces contradicteurs. Je vais pas vous expliquer non plus que la plupart des journalistes sont en relation directe avec le politique, ils mangent au restaurant ensemble. Il y a une vraie connivence. D'accord. Gamal Abina, on sait pas, bien évidemment, tout ça, il y a toute une connivence, il y a du relationnel, effectivement. Je vous demandais juste pourquoi, voilà, il faut prendre un peu de temps. Ilias Djebali, vous allez aussi réagir. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, et puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres ouvertures de presse? Et on va pas l'évoquer maintenant, mais un peu plus tard, on évoquera aussi sur le fait qu'il y ait ce journaliste d'El Khabal, qui est là, si je ne me trompe pas, et qui ne revient même pas sur la situation des Émirats, alors qu'un ministre a été limogé, et puis vous allez en parler aussi, parce qu'en termes de diplomatie, les Émirats ont un rôle quand même important aujourd'hui. Ilias Djebali, d'abord, sur la forme, la liberté de la presse en Algérie pose des questions aujourd'hui, des interrogations. On a des journalistes qui parfois tentent un peu de liberté, sont aussi incarcérés. C'est dénoncé par les ONG, c'est dénoncé par parfois plusieurs sénateurs, responsables politiques à l'international. La forme, Ilias Djebali, vous êtes surpris, ou pour vous, le pouvoir est dans son rôle? Moi, j'ai relevé un témoignage d'un citoyen en Uruguay, c'est un petit pays en Amérique du Sud, qui disait que une société civile où il n'y a pas de liberté, de démocratie, n'est pas une société civilisée. C'est pas moi qui l'ai dit, moi je reprends ce qu'il dit. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Nous avons affaire à un chef d'État et pas un président de la République, parce qu'il n'a pas la légitimité. Toujours, c'est le même format, la même posture et la même sémantique. Toujours la même sémantique, le même format, la même posture. Le même comportement, la même morphologie, le même regard au sillon. Et vous avez tout autour une panoplie de journalistes qui est choisie, inféodée au régime. Elle est où la liberté? Elle est où la démocratie? C'est enregistré. Pourquoi c'est enregistré? Pourquoi c'est pas en direct? Est-ce que la prise de risque à éviter dans les temps qui courent, parce que les dossiers importants commencent à s'accumuler, la crise avec Paris, la crise aussi, je veux dire, dans le Sahel, peut-être la future probable intervention du CEDEAO au Niger, les relations diplomatiques rompues avec le Maroc, l'intérieur, la répression. On ne sait pas sur quel pied il danse ce président. Je reprends ce président pour un laps de temps. Ce chef d'État, M. Tebboune. Je veux dire, il nous a fait habituer à une sémantique, à une rhétorique, toujours la même chose. C'est-à-dire, il est là pour... J'ai l'impression, je vous prie de m'excuser, Shir Zawiya, Araqi, Shir Zawiya, il est là sans être là. Il n'a pas la posture d'un président. Il n'a pas la posture d'un chef d'État. Comparant l'Algérie avec d'autres pays développés, non, je suis désolé, il n'y a pas de liberté en Algérie, il n'y a pas de démocratie. C'est lui qui décide, c'est lui qui oriente. Quand il parle, il dit nous allons avoir 1,4 milliard de mètres cubes d'eau par jour, parce qu'on a des stations de dessalement pour ça. Je dis, ce chef d'État a-t-il des conseillers? Est-ce qu'il sait que le volume total de la Méditerranée, c'est 3,7 millions de kilomètres cubes? Il faut combien de stations? Quand il dit que les interventions militaires sont comment dirais-je, sont dangereuses,
Quand il dit que nous réclamons, nous voulons le retour de la légitimité constitutionnelle au Niger. Et l'Algérie, elle milite pour ça. Y a-t-il une légitimité en Algérie? Est-ce qu'il a été élu dans de bonnes conditions? Il a été désigné? C'est ça les questions. Quand il nous dit, non mais quand il parle qu'il y a pas mal il y a des citoyens qui jettent des aliments à la mer, des trucs comme ça, moi je m'attends pas. Même si l'exercice de la fonction est complexe et difficile, le minimum c'est de préparer. Le minimum c'est de préparer. Qui veut n'est pas président non plus. Hein. C'est un poste tout de même assez important. Gamal Abina, un mot tout de même sur parfois ce président Abdelmadjid Tebboune. Dans ses expressions, on l'écoutera tout à l'heure quand on évoquera cette partie avec la visite de la France. Vous le trouvez plutôt convaincant. C'est vrai que quand il est là, il a une certaine manière, il a une aisance, hein, et parfois même on lui sa façon de parler est plutôt incarnée comme une sorte de populisme, de quelque chose de très décontracté, un peu comptoir de café, etc. Et puis il y a ces énormités tout de même. C'est vrai que plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau à dessaler par jour, au lieu de, notamment sur les revenus et les exportations, au lieu de 20 millions, il évoque 200 millions. Voilà, enfin, il y a alors les journalistes ne le reprennent pas. Comment vous le trouvez dans les éléments parfois qu'il donne ce président? Il ne connaît pas ses dossiers, il est dépassé, il n'a pas les bons conseillers. Alors, la plupart des PA, malheureusement, on a des présidents qui ne coûtent pas vraiment à conseiller. C'est un peu le défaut de la cuirasse. Et c'est ce qui manque d'ailleurs, parce que c'est ce qui a fait qu'on a reculé en termes de développement. Oui, il y a une certaine bonhomie dans le personnage. C'est ce qu'on appelle du populisme. Il parle un petit peu comme le voisin du palier. Et en même temps, effectivement, j'imagine que sa langue a fourché, parce que c'est peut-être les anciens mètres cubes d'eau, les nouveaux, je sais pas. Mais bon, 1 milliard, c'est une erreur grossière. Je pense qu'il n'a pas dû penser ce qu'il disait, ou il n'a peut-être pas fait attention à l'unité de mesure. Et une chose est certaine, c'est qu'évidemment, l'Algérie est capable de porter un dessalement de mer à 10 millions peut-être de mètres cubes, puisqu'on a la plus grande centrale de dessalement qui fait 500 000 mètres cubes par jour. Mais pour arriver au milliard, c'est quasiment impossible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des moments où il fait des fautes, d'autres moments où il est peut-être un peu plus précis. C'est vrai que l'exercice est difficile, c'est vrai que c'est un monsieur âgé malgré tout, et c'est vrai que lorsque l'on parle aux Algériens, c'est peut-être le défaut malheureusement de certains dirigeants. On pense parler à des gens qui sont pas très peut-être malins ou éduqués, et qui laisseront passer ça. C'est pas le cas, les gens font attention. Mais quand il dit par exemple que l'Algérie est le premier pays du continent, notamment africain, en termes de production d'eau, et la troisième du monde arabe, est-ce qu'à un moment donné, ce président ne doit pas se remettre en question et donner des éléments précis? Il y a un business malheureux et triste en 2023 en Algérie, c'est celui des citernes. Tout le monde a des citernes à la maison, et le business des citernes en plastique est en train d'exploser au moment où, dans le monde entier, on est en train de cacher les câbles électriques, les lignes électriques aériennes sont en train vraiment d'être camouflées. Comment on prend juste 4 minutes quand même sur ces quelques sorties, parce qu'on en a longuement parlé. Comment est-ce que un président comme Abdelmadjid Tebboune, il le voit ce pays, il voit cette misère. Puis il y a des sujets aussi qui n'ont pas été évoqués, les haragas n'ont pas été évoqués, par exemple, hier, entre autres. Alors oui, pour les câbles, je suis pas d'accord avec vous sur un point. C'est la plupart des pays européens cachent les câbles. Je suis d'accord. Oui, c'est une image. C'est juste pour vous dire qu'en Algérie, il y a quand même, on a un président. C'est juste, voilà, pour vous donner un peu. J'entends bien. Pour dire les États-Unis, les câbles. Mais voilà, quand on a un président qui dit que l'Algérie est la première du continent africain en termes de production d'eau, alors que l'eau arrive parfois tous les 10 jours, voire 3 semaines. Alors il a raison sur un point. On a le plus de stations de dessalement d'eau de mer, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas à pourvoir aux besoins de la population, c'est vrai aussi. Donc effectivement, il a raison pour la quantité d'eau dessalée. Le problème, c'est qu'il y a une sécheresse endémique depuis 5 ans maintenant qui touche l'Afrique du Nord, et que ça ne suffit pas. D'ailleurs, j'ai pas besoin d'expliquer, Chaben, les années 80, moi j'ai bien connu l'Algérie des années 80 avec les fameuses bidons d'eau là qu'on devait stocker parce qu'on avait 3 heures d'eau à Alger par jour. En été, c'était l'enfer. Et c'est vrai que cette question de l'eau en Afrique du Nord, dans des zones sahéliennes, dans des
zones extrêmement arides ou semi-arides est un problème qui va se poser avec beaucoup d'acuité et on ne peut pas en parler avec légèreté. Après, la question des haragas, c'est pas glorieux malheureusement pour les pays d'Afrique du Nord de voir leur population quitter parce qu'elle ne trouve pas leur bonheur chez elle. Et ça, il n'en parle pas parce que personne ne va en parler. C'est un vrai problème qui doit être réglé, mais il ne faut pas tourner le dos au problème. Là, je vous l'accorde volontiers, il faut faire en sorte que les Algériens soient heureux de vivre chez eux, ce qui pose problème. Les confrères n'ont malheureusement pas évoqué cette question. Lies Djebali, peut-être une nouvelle réaction un peu sur ces éléments qui ont été évoqués dans les contenus, peut-être des choses qui vont paraître incohérentes, absurdes, non véridiques. Il y avait 11 stations de dessalement qui étaient en cours de construction. Mais il fallait, c'est-à-dire avec le temps, avec les nouvelles technologies, le monde change. Est-ce que les stations de dessalement, c'est une option pour l'Algérie qui est soumise à un stress hydrique pas possible? Est-ce qu'il ne faut pas construire de barrages en terre, de barrages en voûte? C'est ça, il faut qu'il porte. Mais lui, à chaque fois, il dit... Nous avons ceci, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus sains, nous sommes les... Non. C'est pas un discours de président, je suis désolé. C'est pas un discours de chef d'État. Il doit se remettre en question. C'est ça. Même les journalistes, personne n'a osé l'arrêter. Personne n'a osé lui porter l'ambiguïté. Rien, c'est-à-dire on valise la table. C'est ça ce que je reproche un petit peu à ces pseudo-journalistes ou à ces journalistes qui n'honorent pas la fonction. Concernant les relations avec les Émirats arabes unis, est-ce que vous savez qu'un ministre qui a été limogé parce qu'il a fait son travail? Mais c'est que le peuple algérien doit savoir que le prince des Émirats arabes unis a refusé de toucher la main à M. Tebboune lors du forum économique à Saint-Pétersbourg. Les relations avec les Émirats arabes sont plus en plus tendues, quasiment sont plus en plus tendues, et avec Paris aussi. On va y venir on y vient Paris. Lies Djebali, effectivement. Vous gardez, Lies Djebali, vous gardez la parole. Par rapport à Al-Haraga, c'est une très bonne question. Il sait bien que la fonction, le beauté, c'est-à-dire le petit moteur à vapeur, qui fonctionne, je veux dire, 1000 à l'heure. Il y a des jeunes Haraga qui arrivent ici en France. Est-ce qu'il est au courant? Qu'est-ce qu'ils subissent? Est-ce qu'il est au courant est-ce qu'il a parlé un petit mot sur ces Haraga? Est-ce qu'il a évoqué une fois ces Algériens qui subissent, qui souffrent ici en France et en Europe et qui meurent dans des conditions inhumaines? Est-ce qu'il a parlé d'un mot? Il est président de l'Algérie, il est président du peuple algérien. Voilà. Et c'est ça ce qu'on attend d'un président. C'est ça ce qu'on attend d'un président. Il n'a pas la posture, il a toujours véhiculé un ton populiste parce qu'il considère que le peuple algérien est enclin à écouter ce genre de discours. Non, le peuple algérien, il est limite de maturité. Il comprend, il nous parle de poudre de lait, il nous parle des lentilles, il nous parle de l'ADES, il nous parle de ceci, il nous parle de... On en a longuement parlé effectivement hier. Lies Djebali, diplomatie. Juste pour finir, Charles, vous vous rappelez, le jour il a interpellé quasiment l'ambassadrice des USA en Algérie en lui disant « Je veux passer commande des Canadaires ». C'est incroyable. Il ne sait pas que c'est une commande, on doit passer par ceci, il y a cela, il y a un mécanisme, il y a ceci. Est-ce que c'est un président? Est-ce que dans d'autres pays on trouve ceci? Même dans d'autres pays plus dictatoriaux, est-ce qu'on trouve un président ou un chef d'État qui se comporte de la sorte? Non, je suis désolé. On l'a évoqué hier sur les Canadaires, effectivement, il a dit clairement que l'Algérie avait mis tous les moyens, la leçon a été prise par rapport à 2021 et 2022 et que malheureusement, il n'avait pas trouvé de quoi donc satisfaire ses commandes en termes de Canadair. Les Émirats, Gamal Abina, vous prenez la parole. D'abord, voilà, il y a un ministre de la Communication qui a été limogé, Mohamed Bouslimani, le 20 juin dernier parce que Nahal, sur son site internet, donc quotidien d'information, avait annoncé cette expulsion de l'ambassadeur émirati à Alger, démenti par Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, juste derrière.
Dans le cadre de cette interview, pas un mot sur cette affaire. C'est quand même une affaire qui a suscité un certain niveau de gravité, puisque un ministre d'abord a été limogé. Et puis, il faut savoir qu'il y a quelques jours, on a un autre quotidien, on en avait parlé, je crois, Gamal Abina, avec vous, El Khabar, qui elle, carrément accuse les Émiratis, donc notamment de complot, entre autres. Comment vous expliquez ça, qu'il n'y ait pas eu un mot dans le cadre de cette interview d'1h45 ? Vous savez, c'est une relation. Alors, le fameux je t'aime moi non plus qu'on prête à l'Algérie et la France, qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de je t'aime moi non plus entre l'Algérie et la France. Il y a juste deux pays qui se détestent pour des raisons historiques qu'on connaît. En revanche, les Émirats Arabes Unis, c'est bien le je t'aime moi non plus. Parce que les Émirats ont investi en Algérie, dans pas mal d'usines d'ailleurs, faut pas le rappeler, ou dans le béton, la sidérurgie, dans pas mal de, même l'usine de fabrication de véhicules militaires, c'est un joint venture avec une société émirati. Emar intervient aussi en Algérie, le fameux constructeur de port. Donc, les Émirats Arabes Unis en investissement, ils sont présents en Algérie. En revanche, sur le plan politique, et là je suis désolé de le dire, mais pour le coup, l'Algérie a le bon rôle. Les Émirats Arabes Unis ont fait la paix avec Israël, qui est une paix unique en l'occurrence, et surtout l'Algérie la refuse. Il n'y a pas que cette raison-là, il y a aussi la raison libyenne. Les Émirats Arabes Unis sont du côté de Haftar. Donc ça passe pas du tout au niveau algérien parce que Haftar a menacé l'Algérie. Donc là, la relation est difficile. C'est une relation d'hypocrisie, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, parce que d'un côté, on sait qu'on a une relation concurrence politique avec les Émirats Arabes Unis, moins de 200 000 habitants, et l'Algérie 44 millions d'habitants. Si on prend la diaspora, on a plus de 50 millions, et des relations économiques qui existent, qui sont importantes, c'est pas des petites relations, mais des concurrences politiques qui font que ces relations se distendent. Donc c'est vrai que lorsque le journaliste, lui, est écarté, c'est pour ne pas déranger les Émiratis, et pour dire, bon écoutez, il y a des petites tensions, mais on va parler entre nous sous cap. Et ça a été dit par l'IS, la relation entre Tebboune et le responsable actuel des Émirats Arabes Unis est très mauvaise, on le sait. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'entendent pas sur plusieurs sujets, la question libyenne, je l'ai dit, la question marocaine, on le sait aussi, la question effectivement du Sahara occidental parce qu'ils l'ont reconnu, la question de la relation de concurrence en Afrique du Nord entre les Émirats qui veulent influencer et l'Algérie qui est le principal pays prépondérant. Donc tout ça fait qu'il y a à la fois un intérêt économique évident et en même temps une défiance politique encore plus évidente aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est inquiétant et quelque part c'est dommage de mettre la poussière sous le tapis parce que finalement mieux vaut parler des problèmes plutôt que de faire semblant de ne pas les voir et les laisser pourrir. Je pense que là c'est les diplomates qui doivent faire le travail et qui ne le font malheureusement pas. Lies Djibali, merci Gamal Abina pour ces éléments un peu de relations diplomatiques entre notamment ces deux États. Mais Lies Djibali, d'abord, comment ça fonctionne ? Il y a les relations entre les deux États, dont vous pouvez bien sûr revenir sur quelques éléments. Mais voilà, le 20 juin, on a une presse qui annonce l'expulsion d'un ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères qui dément le président Tebboune qui limoge un ministre de la communication, tout de même, ce qui n'est pas rien, qui est rattaché directement au palais El Mouradia. Quelques semaines après, 15 juillet dernier, c'est El Khabar, donc, qui, alors, pire que tout, donc c'est carrément des accusations qui, pour l'instant, sont restées telles quelles, puisque El Khabar n'a pas été intimidé, est toujours d'actualité, pas de nouveau limogeage. Et dans cet entretien-là, on n'en parle pas. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que d'un côté, le président Tebboune se dit on va laisser El Khabar, ils ont annoncé ça, mais ça nous arrange un petit peu. Enfin, excusez-moi, j'essaie juste de scénariser un peu pour vous laisser voilà, comment ça fonctionne ? Comment cette presse est utilisée, par exemple, qui ne prend pas ses responsabilités ? Ça reste quand même ma propre analyse. Je pense que l'Algérie cherche au Moyen-Orient, cherche à trouver au Moyen-Orient une approche diplomatique, c'est-à-dire plus proactive en fait. Il faut savoir que les relations de l'Algérie avec la majorité des pays arabes sont apathiques. Le pays, ils sont apathiques. Le pays semble isolé depuis la prise de pouvoir de Tebboune en fait. Il faut savoir. Ah oui, depuis qu'il est chef d'État, bon, on va dire il est président, voilà. Et les relations avec les pays arabes sont apathiques. Nous
nous constatons que notre pays, l'Algérie, elle est de plus en plus isolée. Elle n'a pas été invitée à Jeddah, malgré qu'elle a milité pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Elle n'a pas assumé son rôle, je veux dire, en Libye. Elle a été dépossédée de son leadership. Je veux dire, les relations sont je dis pas sont mauvaises, mais sont très complexes. Mais pourquoi? Très bien. Mais pourquoi là concrètement sur une interview comme celle-là, est-ce qu'à un moment donné on n'a pas un journaliste, notamment puisqu'il était présent le confrère, un collègue de El Khabar, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question au président Tebboune? Est-ce qu'il clarifie tout simplement la situation? Nous avons limogé un ministre, ce qui n'est quand même pas rien, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Quant éventuellement aux accusations d'El Khabar, etc., voilà mon avis. Pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas ça ce jour-là? Pourquoi est-ce que le président algérien ne se met pas face à ses responsabilités? Mais le chef d'État, M. Tebboune, ne peut pas prendre ses responsabilités parce que cette responsabilité, elle est sous le contrôle de l'institution militaire. À mon avis, l'institution militaire pousse M. Tebboune a gelé les relations avec les Émirats arabes unis, et puis un petit peu, je veux dire, on est en borderline. Est-ce que c'est vrai, l'ambassadeur, il devait être convoqué, limogé, je ne sais pas, mais pourquoi cette question n'a pas été posée? Parce que en tout cas, ça a été démenti. Voilà. Oui, et sur El Khabar. Oui, ça a été démenti par El Khabar. Enfin, oui, mais c'est tous ces jugements. Le ministère des Affaires étrangères. Mais en ce qui concerne El Khabar, ça n'a pas été démenti. Gamal Abina, pourquoi est-ce que on imagine, on ne va pas prendre les exemples de tous les pays du monde, mais on peut imaginer dans un pays où un peu ça fonctionne normalement, il y a un ministre qui est limogé à 1h du matin, d'abord le lendemain à mon avis. Ça fait la une de tous les médias et même sans arrêt, du non-stop. Pourquoi est-ce que là, sur un entretien comme celui-là, qui n'est pas rien, c'est un président, un chef d'État, 1h45, est-ce qu'il n'y a pas les bonnes questions qui soient posées? Est-ce que le président algérien ne prenne pas ses responsabilités sur ce dossier-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'éléments sur ce dossier-là? La raison d'État fait qu'il n'en parlera évidemment pas parce que, je vous ai dit, la question des investissements émiratiers est importante pour l'Algérie, c'est pas anodin, c'est quand même de gros IDE, investissements directs étrangers, et en même temps, cette tension sous-jacente est réelle. Je prends par exemple la concurrence sur la question syrienne, où les Émirats arabes unis font partie des pays qui étaient vent debout quand on a demandé la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. L'Algérie a maintenu son soutien à la Syrie contre vents et marées, donc cette relation est difficile parce qu'ils sont en concurrence quasiment partout. C'est une véritable relation de défiance, et le rapport Algérie-Émirats, c'est quoi? C'est un pays très important, très puissant économiquement et militairement, face à un pays Émirats arabes unis qui n'est pas important géographiquement ou politiquement, mais qui veut grandir, qui veut exister. La première chose qu'a fait les Émirats pour exister, c'est d'abord les constructions d'immeubles, dont la fameuse tour Burj Al Arab, qui était destinée à dire on existe. Donc c'est un rapport à la fois de concurrence politique, à la fois de défiance, et c'est vrai que le chef d'État algérien ne peut pas prendre le risque de prendre une décision indépendamment des choix militaires évidemment et des choix politiques du pays, tout seul dans son coin. Il est obligé d'en tenir compte et de ne pas froisser les uns et les autres. Donc c'est un jeu d'équilibriste, personne ne prend le risque, et vous remarquerez que du côté émirati c'est pareil, il n'y a pas de déclaration tonitruante. C'est un mot qui revient beaucoup ce soir, ne pas prendre de risque, mais quand on est président du plus grand pays d'Afrique aujourd'hui avec toute cette jeunesse, c'est quand même important que ce soit, c'est des questions qui doivent être posées. Oui, Elias Sebali, oui. Les Émirats arabes unis en Algérie, je veux dire, c'est un critère important. Je ne pense pas que l'institution militaire, que l'Algérie peut s'en passer. Je ne pense pas, mais il y a d'autres considérations beaucoup plus politiques. Je rejoins Gamel quand il parle par rapport à certaines considérations en Libye et dans d'autres régions. Mais l'Algérie, au fait, ne veut pas être concurrencée. Même sur la question du Niger, peut-être aussi, elle ne veut pas être concurrencée par le Nigeria. Aussi, en Libye, elle ne veut pas qu'elle soit concurrencée par les Émirats arabes unis. Et je suis tout à fait d'accord avec mon pays, l'Algérie. C'est normal. Je veux dire, on veut pas, si on essaie de résoudre les problèmes et on essaie d'avancer, c'est normal. Donc, je veux dire, on veut
l'Algérie ne veut pas être concurrencée sur ces périmètres analytiques bien distincts. Mais en termes de relations diplomatiques, on peut... La question... mais par rapport aux questions des journalistes, c'est des questions bateaux. Ils posent des questions bateaux, des questions simples, mais des questions sensibles, complexes comme ça, je veux dire, qui prennent en considération un peu un choix politique interne. Ça, c'est très, très, très compliqué. Mais il en va aussi d'abord de la responsabilité. Il y a des questions aussi sécuritaires qui se posent quand on voit les sorties. Alors, vous me direz, c'est une presse, voilà, qui donne ses accusations. Le rédacteur en chef assume, mais il en va quand même de la sécurité du pays et puis aussi de la position diplomatique. Si à un moment donné, dans une interview comme celle-là, avec les semaines précédentes et toutes les sorties qu'on a pu voir et entendre jusqu'à limoger tout de même un ministre qui n'est pas rien sur une histoire comme celle-là et puis ne rien entendre, ça veut dire que il y a une fragilité dans la position et la responsabilité en termes de diplomatie pour le président algérien, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas réellement à se positionner, à prendre part de sa responsabilité. Il reste intraitable sur les questions sécuritaires. Elle est intraitable. Je veux dire, c'est des questions qui, je ne sais pas si M. Tebboune peut signer des accords sécuritaires. Moi, je me pose la question est-ce que dans ses prérogatives, il peut signer des accords sécuritaires ou pas? Mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du sécuritaire, c'est l'Algérie, elle est intraitable. Quand je dis l'Algérie, c'est en tout cas, c'est effectivement un État qui pour l'instant veut être médiatrice dans le conflit, notamment au Niger, aussi sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais parfois, on a du mal à avoir aussi un chef d'État qui a du mal à se positionner, peut-être, en tout cas, selon certains observateurs. On va évoquer la France maintenant, puisque Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur Paris. C'est maintenu, il faut un programme et il faut surtout que la visite ne soit pas touristique. قائمة ما تلغتش ولكن لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة. تعرف الرئاسة الفرنسية زيارة الدولة لها متطلبات وزيارة الدولة لازم تخرج بنتائج. زيارة الدولة ما تكونش زيارة سياحية. هذا هو الكلام اللي كنا فيه. ما زالت قائمة لما نتفق على برنامج اللي يجسد زيارة دولة نمشي. ما فيش، ما عندناش امور مبدئيه اللي قال ما نمشي ولا ما نمشي. اللي راه يحلل من بعيد الله خليه يحلل. Si on a bien compris, Monsieur le Président, la visite n'est pas annulée. Du tout. Non, la visite قائمة. ماناش متفاهمين على البروغرام. Il y a un programme, il y a une demande. La visite d'État qu'on a faite en Russie, شفت le résultat تاعها. Il y a des résultats. La visite d'État qu'on a faite en Chine, la visite d'État en Italie, شفت النتائج تاعها. La visite d'État au Portugal فيها نتائج. Mais la visite d'État en France, أنا ما نمشيش pour défiler في les Champs-Élysées avec la cavalerie de la garde républicaine. Je sais pas, ما نمشيش pour ça. نمشي باش نقوي العلاقات بين الدولتين، نمحي شي اللي تمحى، نفتح صفحات جديدة ونغلق صفحات قديمة إلى آخره. هذا هو. إذا كان نمشي في زيارة ومتوقفة على إلغاء كذا وكذا ما هيش زيارة. ما عندناش حتى خصومة، فيش خصومة. زيارة قايمة والبرنامج في الأجندة تاعنا والأجندة تاع الرئيس ماكرون. بقات الكيفية. Il faut s'entendre sur des choses. Il ne faut pas que ça se transforme en visite touristique. باش نزور المكان الفلاني ونزور المكان الفلاني. pas ça, ماشي هذه la visite. Voilà, le président algérien qui s'exprime donc sur
cette visite en France, rapidement, on rappelle donc l'automne dernier, Emmanuel Macron fin août, début octobre, Elisabeth Borne, 90 personnes, un conseil des ministres avec Elisabeth Borne, première ministre française, toujours d'actualité. Hein. Il n'y a pas eu de remaniement à ce niveau-là en France. Un certain nombre d'éléments ont été évoqués, 2 signatures aussi, donc des choses qui normalement ont plutôt été bien avancées. En tout cas, depuis l'affaire Amira Bouraoui, pas mal encore de complexité dans des relations qui sont de plus en plus tumultueuses. Une visite qui devait avoir lieu le 2-4 mai dernier, ensuite mi-juin. Pour l'instant, elle est a priori maintenue. D'après ce que nous dit le président Tebboune. Gamal Abina, le titre d'abord de l'émission. Vous allez nous donner un peu votre avis aussi dans quelques instants. Où en est réellement cette visite, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Élysée le président algérien prend plusieurs minutes vraiment pour prendre position là-dessus. J'attends le programme, j'ai pas envie de défiler sur les Champs-Élysées. J'attends Emmanuel. Enfin bon, il y a tout un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, c'est bouche cousue de Paris. Il est méprisé, le président algérien. Est-ce qu'il y a priorité au Niger aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être allé en Russie et en Chine, Abdelmadjid Tebboune se prend une gifle par Emmanuel Macron? Tu n'es plus prioritaire. Et pourquoi ce silence de l'Élysée, Gamal Abina? L'Élysée pense. Au contraire, ils attendent avec impatience la visite de Tebboune. J'en veux pour preuve qu'ils ont envoyé quand même tout le gouvernement l'année dernière. Donc, les choses ont évolué. Non, ça n'a pas évolué. Ça s'est mal passé côté français, il faut être très clair. Parce que l'affaire Bouraoui, c'est pas M. Macron qui l'a voulu, ça. C'est d'autres sphères du gouvernement qui sont assez opposées à la relation franco-algérienne. Ça a été dit par Macron lui-même, je l'invente pas. Il a dit dans une conférence de presse, il y a des gens qui refusent la relation entre la France et l'Algérie. Et ça a été dit par Tebboune de son côté. Donc la question qui se pose, c'est que c'est une relation extrêmement tendue. Ça n'est pas la relation décontractée. On l'a toujours dit, cette stupidité en parlant d'amour-haine. Non, il n'y a pas d'amour entre la France et l'Algérie. Il y a eu le viol d'un territoire et d'un massacre de population. Et aujourd'hui, il y a des réparations qui sont réclamées, au moins des reconnaissances de crimes et puis des réparations de la mémoire. Donc, ce qui se passe, c'est que M. Tebboune, j'ai vu le protocole qui avait été proposé pour cette fameuse visite d'État. Alors, il a été reçu partout comme un roi, pour le coup, j'exagère à peine. On l'a vu en Russie, il a eu droit aux dorures des plus beaux palaces russes. Pareil, en Chine, il a été reçu avec la garde présidentielle, enfin, c'est assez extraordinaire. Pareil au Portugal, il a été reçu aussi en Italie avec la garde montée. Et en France, on va le recevoir avec de grands moyens. On veut faire montre de montrer qu'il est reçu comme un grand chef d'État, mais de l'autre côté, on lui propose des choses qui lui posent problème et que je comprends que ça pose problème. Qu'il aille visiter le château d'Amboise, là où était l'émir Abdelkader à son âme, ça on peut le comprendre. En revanche, qu'on lui demande de prendre la parole à l'Assemblée nationale comme s'il était adoubé par la France peut-être, et qu'on lui demande de visiter les Champs-Élysées avec une sorte de haie d'honneur avec le drapeau français algérien mélangé, là ça pose problème sur un plan politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y va pas. L'autre raison, et vous l'avez évoqué à l'instant, c'est sa relation avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, 3 États qui sont en défiance, enfin 2 au moins, peut-être pas 3 parce que la Chine ça va, avec la France. Donc toutes ces raisons-là font que cette visite est repoussée, mais en même temps elle est attendue des deux côtés. Monsieur Macron a besoin de pacifier la relation avec l'Algérie pour intensifier la relation économique, et Monsieur Tebboune a besoin de pacifier la relation avec la France pour pouvoir briguer un nouveau Bagdad avec des réussites politiques. Donc tout ça fait que il y a des instances internes dans chacun des États qui font des freins, mais ces deux chefs d'État s'entendent très bien. S'ils sont comme larrons en foire, il suffit de les voir se parler, on a l'impression de voir des amis. Et pourtant, il y a un écart d'âge important entre les deux hommes, il n'en demeure pas moins que ces deux personnages qui se respectent. Et c'est une première entre la France et l'Algérie. Donc c'est un moment charnière qui va peut-être ou pas aboutir, mais la France ne donne pas assez de gages de sérieux en matière d'investissement réel. Je parle pas de sport ou de cinéma, mais de vrais investissements pour que l'Algérie, ça se dit, elle préfère de loin la Chine en comparaison. Mais il n'y a pas plus tard, qu'il y a un an, bon, on est le 9-8 août, il n'y a pas plus tard, il y a à peine un an, Emmanuel Macron, 90 personnes à Alger, au rang, il s'est offert quelques bains de foule aussi, parce que je ne sais pas si Abdelmadjid Tebboune pourra s'offrir les mêmes bains de foule, alors que voilà, il y a énormément de franco-algériens qui vivent en France. Bon, ça c'est l'accueil du Hira on peut déjà préméditer quelques scénarios, mais quand il dit j'y vais pas pour du tourisme, il y a eu des signatures, il y a eu des conférences de presse communes à Alger, à Oran, Elisabeth Borne y était au mois d'octobre, etc. Donc c'est des choses qui sont quasiment ficelées.
Alors moi j'allais dire, Elias ce sera d'accord avec moi puisqu'il est spécialiste d'économie, c'est que les signatures proposées sont très à la marge, c'est pas très sérieux. On n'est pas sur l'investissement massif, on n'est pas sur de la colocalisation qui avait été promise par les socialistes, on est sur vraiment des investissements très périphériques qui ne vont pas faire grand-chose en termes d'investissement et de production de richesse. Ce qui se passe, c'est qu'on parle beaucoup de sécurité, et ça c'est problématique, parce que l'Algérie n'est pas le gardien de la France, on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de visas, on parle beaucoup de choses pour exclure. Et ce qui se passe, c'est que vous me dites que ça a été ficelé, oui, il y a des contrats qui ont été ficelés, mais ils ne sont pas très importants dans l'absolu. Et la vraie relation qui doit être dénouée, c'est la relation, on va en parler, mémorielle. Je veux dire, quand même, M. Macron a commis une erreur monumentale en parlant à Kamel Daoud, qui n'était pas un personnage recommandable, pour dire quoi? Pour dire que la France ne dirait pas pardon à l'Algérie. Quand on commence par dire on ne demande pas pardon, on ne peut pas avoir une relation France-Algérie comme la relation France-Allemagne. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je pense que chacun joue son va-tout, joue sa carte, joue son poker menteur pour obtenir le plus. Donc ces deux hommes se respectent, c'est vrai, mais il y a quand même des sous-jacents économiques, politiques, clairement la relation mémorielle qui n'est pas réglée, même s'ils font des efforts. Tous ces aspects-là doivent être mis sur la table et ça n'est pas le cas. Et pour finir mon propos, lorsque les Allemands et les Français se sont mis d'accord, il y a eu une demande de pardon de l'Allemagne, il y a eu des condamnations, il y a eu le tribunal de Nuremberg, il y a eu des choses qui ont dit voilà, on reconnaît nos crimes, maintenant on passe à une nouvelle phase de la relation. Les Français ne veulent même pas écrire l'histoire entre la France et l'Algérie, donc c'est problématique. C'était avec nous Gamal Abin. Alias Djebali, d'abord, peut-être sur la forme et la façon de réagir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, depuis samedi soir, personne ne réagit à l'Élysée? C'est suite aussi à ces attaques et à ces annonces faites par l'APS vers France 24. On en a longuement parlé en traitant cette chaîne de chaîne poubelle, avec notamment des liens avec l'Élysée qui dirigeait leur façon un peu de traiter l'actualité autour des feux et en général. Pourquoi est-ce que l'Élysée ne réagit pas? Voilà. Après, vous nous direz effectivement où en est cette visite, mais est-ce que Tebboune est méprisé? Comment vous analysez ça? Au mois d'août, il a été reçu en fanfare, il a visité Alger, Oran, la discothèque d'Oran, il s'est mis dans la population, je veux dire, il a été reçu un peu partout. C'était certes, c'est une visite d'État, une visite joviale. Est-ce qu'il y avait des accords qui ont été signés? J'attire votre attention que les idéaux français sont insignifiants, sont très faibles depuis 1978. Hormis la seule réussite économique française en Algérie, c'est les cimenteries Lafarge. Voilà. D'ailleurs, l'Algérie, elle exporte du ciment vers les pays du Sahel. Donc ça, c'est la seule réussite pour moi économique. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est que l'Algérie, elle est considérée quasiment comme un marché déversoir. On vient, on déverse les produits et on repart et on fait un transfert de capitaux. Donc, moi, quand j'ai vu Macron, il a été reçu en fanfare, il parlait de la continuité, une nouvelle dynamique, une nouvelle ceci, cela. D'ailleurs, Macron, quittant le territoire, l'espace algérien, il y avait des chasseurs. Oui, absolument. Il y avait des chasseurs algériens qui l'accompagnaient. Je ne sais pas. Mais justement, Alias Djebali, pour reprendre un peu ma question, pourquoi aujourd'hui est-ce que l'Élysée, en temps normal, l'Élysée aurait pu répondre? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une réponse suite à cette longue réponse qui fait, on l'a entendu tout à l'heure quand même. Pourquoi est-ce que l'Élysée ne répond pas? Oui, mais au fait, avec M. Tebboune, il n'y aura jamais un traité d'amitié avec la France. Parce que pour faire un traité d'amitié, donc il faut assainir tout le contentieux, il faut une autre personnalité beaucoup plus forte, imposante et je veux dire, et droite. Je veux dire, on sait. Alors, et diplomatiquement, en termes de diplomatie, juste, je termine 20 secondes, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi en termes de diplomatie, l'Élysée ne répond pas en disant effectivement, voilà, nous avons écouté le président Tebboune avec attention, c'est une visite, elle aura lieu, nous sommes en train de préparer, il n'y a aucune réponse, c'est quoi? C'est pour lui dire, mais t'es allé en Russie, t'es allé en Chine, et nous maintenant, on est au Niger, c'est la priorité le Niger. Mais pour moi, la visite au Portugal, ça a été imposé. Donc, il fallait trouver un créneau pour partir au Portugal pour dire que M. Tebboune, il est parti au Portugal. Donc, il y a une visite au Portugal. Je ne sais pas comment ça a été planifié. Je pense que ça a été imposé. Donc, voilà. Enfin, imposé dans le sens diplomatique des termes. Il est parti en en Russie, sachant que la Russie, elle a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, quand même, elle n'est pas
pas du bon côté. La Chine, il n'y a pas de problème parce que la Chine, elle entretient que des relations économiques aussi bien avec l'Algérie qu'avec la France, donc elle est plus. Macron n'arrive pas à digérer la Russie? Oui, tout à fait. La position aussi vis-à-vis du Niger. Il dit nous sommes contre l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Moi aussi, je suis contre l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. En même temps, il soutient. En même temps, il est contre le soutien des putschistes et en même temps, il est contre ceci. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser. En plus de ça, Macron, il a donné l'autre carte aussi. C'est très très important. Il faut le signaler. C'est remettre dans l'hymne national. Est-ce qu'il fallait le mettre maintenant ou pas? Moi, je suis pas diplomate. Est-ce qu'il fallait peut-être le faire ultérieurement, ou il faut trouver les moyens de le proposer? Je veux dire, il n'est pas dans le timing. Il n'est pas dans le timing. Je pense, à mon avis, il est en train de donner l'occasion, je dis bien, il est en train de donner l'occasion à Macron de se tourner vers le Maroc. D'ailleurs, il y a Rachida Dati et Eric Ciotti, ils sont partis au Maroc. En revenant du Maroc, ils sont en train de faire du lobbying, de pression sur Macron, de changer le curseur et de se positionner quasiment vers le Maroc. Il faut reconnaître que Macron, peut-être qu'il a une position plus algérienne que marocaine, il faut dire la vérité, mais quand on entend un chef d'État qui dit « je veux une visite d'État, je veux une visite de travail, je veux pas une visite touristique, je veux pas un défilé sur ceci, cela », au fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « on n'est pas d'accord sur le programme ». Non, ils sont pas d'accord sur les priorités. Parce que quand il arrive ici, M. Tebboune, il y a des priorités. On va parler de quoi et de quoi? Il faut prioriser. Il y a la question des haragas. Donc l'Algérie refuse de rapatrier. Il y a aussi la question de la rente mémorielle. Il y a aussi la pression aussi par rapport au positionnement français sur la question du Sahara occidental. Il y a plein de questions. Donc, à mon avis, elle a été annulée au mois de mai. Elle a été reportée au mois de juin, annulée. Je pense qu'elle est annulée de façon définitive. Il n'y a pas de... Macron n'a pas... On y reviendra en tout cas. Merci Ilyas Djebali d'avoir été avec nous. Gamal Abina, merci, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Ilyas Djebali, merci, ingénieur économiste, militant politique. Merci infiniment à l'équipe en régie de nous accompagner chaque soir pour vous permettre de vous éclairer avec nos invités à notre humble niveau, bien évidemment. Dans un instant, l'édito, mon ami et confrère Jamel Din Benchenou fait juste derrière. Notre ami confrère Jamel Taleb pour El Umq. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.